nouveau et que c'est votre première fois de vous joindre à nous. Donc, nous sommes Boom Revolution. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous œuvrons dans le secteur de l'accompagnement de jeunes pour leur permettre à pouvoir accroître leurs connaissances et beaucoup plus dans l'objectif de pouvoir être éligible à pouvoir postuler à différentes opportunités. Et nous sommes beaucoup plus dans le secteur de bourse, mais aussi dans le secteur de l'accompagnement des gens dans le cadre de la candidature à plusieurs opportunités comme les fellowships, des opportunités d'emploi. Et nous croyons à la capacité ou au pouvoir du mentorat, ça veut dire l'accompagnement des gens plus expérimentés aux plus jeunes. Donc, combien les plus jeunes ou les moins expérimentés peuvent facilement apprendre des plus expérimentés. Et tout ça à travers de projets plus ou moins pratiques. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de promouvoir. Et nous avons plusieurs activités, notamment des activités en ligne de réunion et quelquefois certaines activités physiques. Et très bientôt, nous pensons avoir plusieurs activités concentrées sur les universités. Donc, ceux qui veulent ou qui ont pour objectif de pouvoir accéder à différentes opportunités à travers leurs universités, qu'ils soient encore étudiants ou qu'ils aient déjà fini, Boom Revolution va vous permettre à pouvoir vous connecter à différentes opportunités où nous allons vous aider à accroître vos connaissances pour pouvoir accéder à différentes opportunités. Donc, nous sommes déjà jusque-là présents au Congo dans différentes universités. Nous œuvrons aussi au Rwanda. Nous pensons aussi ouvrir des activités au Burundi. Mais nous avons des membres qui se connectent de plusieurs coins du monde. Nous avons plusieurs gens au Congo, au Rwanda, en Europe aussi, au Burundi. Il y en a certains aussi qui se connectent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un peu comme ça que je peux présenter Boom Revolution en peu de mots. Je vais laisser la parole à l'orateur du jour, M. Nick, qui va peut-être nous donner une idée de Boom Labs et peut-être nous parler de l'idée derrière ces initiatives, et il sera en train d'introduire aussi la discussion du jour et directement continuer avec tout ce qu'il a préparé comme contenu pour aujourd'hui. Donc, Monsieur Nick, vous avez la parole. Je vous laisse présenter Boom Labs et aussi continuer avec la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hubert. Je suis content que la présentation a vraiment été claire. J'espère que ce qui serait toujours là, celui qui a posé la question, j'espère qu'il a pu avoir la réponse à sa question. Voilà, sans pour autant tarder, nous allons commencer avec notre session d'aujourd'hui. Comme Hubert le présentait, Boom Revolution fait partie de Boom Labs. Boom Labs fait partie de Boom Revolution. Et avec Boom Labs, ce sont des ateliers pratiques que nous offrons chaque mois. Normalement, c'est chaque dernier dimanche du mois. Et comme le mois de mai s'est terminé le samedi, c'est là que nous avons pris la journée d'aujourd'hui, le 1er juin, pour offrir la session du mois de mai. Donc, la prochaine session pour le mois de juin sera le 29.
et nous aurons une nouvelle thématique que nous allons partager dans différents groupes où vous avez tous eu les liens et aussi sur nos plateformes en ligne. Ça va cadrer soit dans la gestion des projets, nous allons développer, nous allons parcourir quelques outils de productivité, ou bien ça sera dans l'intégration de la technologie dans la santé. Donc, tout ce que nous faisons dans Boom Labs, c'est que chaque mois, nous prenons un secteur utile à tout le monde, selon différents domaines, comme la cybersécurité, c'est pour tout le monde. Nous aurons aussi sur la santé, nous aurons aussi sur la gestion de projets, nous en aurons aussi dans l'éducation et tout consort. Donc, nous essayons de couvrir tous les secteurs qui sont là et comment la technologie peut être utilisée dans différents secteurs. Voilà. Pour aujourd'hui, comme je le disais, donc nous allons voir les essentiels de la cybersécurité. Voilà. Quand on parle de cybersécurité, directement, la première chose qui nous vient en tête, c'est hacking. Voilà. Les hackers, comme nous les voyons dans les sites, dans les films, où quelqu'un juste dit, voilà, il ouvre son ordinateur directement, il dit, voilà, je viens de hacker les satellites des 4 pays directement, juste avec quelques clics et tout. Mais ça, c'est déjà un niveau plus élevé. Et nous tous, nous agissons, nous sommes impliqués dans la cybersécurité déjà dès que nous entrons, déjà dès que nous accédons à Internet. Donc, en étant connectés sur Internet, à ce même moment-là, nous sommes déjà en train de pratiquer la cybersécurité. Et ainsi, pour la télé d'aujourd'hui, nous allons couvrir, nous avons 3 objectifs. Premièrement, c'est comprendre les menaces qui sont souvent en ligne sur Internet, comment vous pouvez prévenir et quelles actions concrètes prendre pour ne pas être victime. Voilà. Et comme je le disais, c'est tout le monde, une fois que vous êtes sur Internet, vous devenez déjà un professionnel de la sécurité parce que vous devez protéger votre expérience en ligne. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir les menaces ou bien quelles sont les catégories de menaces en ligne? Je pense qu'au moins la majorité d'entre nous ici, si je peux juste voir par réaction, combien d'entre nous ont déjà été victimes ou bien ont déjà vu une menace cybernétique, une menace sur Internet ou même informatique. Juste réagissez juste par les emojis ou bien, voilà, je vois Hubert est déjà a déjà été une victime. Apparemment, vous ne connaissez pas la... Voilà, il y a une dame, pour nous qui avions Windows XP avant, il y a une dame, quand tu branchais un flash disk sur ton ordinateur, il y a une dame qui te disait, Toulou, une menace a été détectée. Je pense que nous avons tous déjà été, enfin, nous avons déjà expérimenté cette partie. D'où je dirais, c'est une forme de menace que nous avons tous déjà vue. Et actuellement, même sur WhatsApp, beaucoup plus sur WhatsApp, il y a beaucoup de gens dont leurs comptes ont été piratés. Il y a sur Facebook, il y a même ceux-là qui vous disent, voilà, partagez ces liens et vous allez obtenir des forfaits gratuits ou bien vous serez recruté et tout. Tout cela sont des formes de menaces cybernétiques dont souvent ils sont catégorisés. Il y a plusieurs catégories, mais pour aujourd'hui, je voulais juste couvrir 3 catégories, dont les phishing. Les phishing, donc là, phishing, ça vient du mot anglais, to fish. To fish, comme l'hameçonnage. Donc, hameçon, quand vous allez, comment je peux dire, euh, pêcher. Voilà, pêcher. Hameçon, pêcher. Pêcher au lac pour
le poisson. Eh bien, vous avez un point ou bien c'était par rapport à avoir été victime. Je vois très bien. Ok, merci. Voilà, comme je disais, le phishing ou l'hameçonnage, c'est une technique, c'est une technique que les gens utilisent euh, donc pour extraire, pour obtenir des informations personnelles sur les gens, notamment votre nom, votre adresse email, votre localisation, votre numéro de téléphone. Et c'est là que souvent, vous allez voir que c'est la même façon que les gens arrivent à obtenir des informations sur les gens. Comme nous allons voir, la façon dont les gens piratent les comptes Facebook des gens, c'est une personne qui vous a trouvé d'abord en ligne, ou soit il a eu votre nom, vous avez participé à une session en ligne, ou bien quelqu'un a envoyé un lien sur WhatsApp disant veuillez cliquer sur ces liens pour obtenir de l'emploi, par exemple au PNUD, à tel hôpital, ou bien DGI recrute et tout. Et dès que vous cliquez sur ces liens, on vous demande votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et des fois même, on vous demande votre présence en ligne. Est-ce que vous avez un compte sur Instagram, Facebook, LinkedIn? Et dès que vous complétez cela, vous envoyez vos informations personnelles à la personne dont vous ne connaissez même pas. Et la personne, il va vous rechercher sur Facebook, il a déjà votre numéro de téléphone, votre nom. Il suffit de trouver votre numéro de téléphone, votre nom. Il va juste essayer de se connecter dans votre compte. Et deux fois, comme nous allons voir dans le module 4, nos comptes ne sont pas protégés. Donc, vous n'avez que le mot de passe qui protège votre compte, c'est qu'il y ait une très grande vulnérabilité. Et après, la personne va juste mettre votre numéro sur Facebook, par exemple, et il dit mot de passe oublié. Et on va lui demander de confirmer votre numéro. En entendant votre numéro, on vous envoie un code qu'on appelle OTP à votre téléphone. Et la personne sur Facebook, avant d'entamer là-bas, elle va commencer une conversation avec vous. Par exemple, par exemple, non, j'ai un business. J'ai un business au Nigeria, au Cameroun, au Bénin, en France, aux États-Unis, et je suis de recruter et tout. Et par exemple, pendant même 2, 3 jours, vous parlez, il va vous dire, voilà, il y a un code qu'on a envoyé sur votre téléphone. Si vous m'envoyez le code là, je vais confirmer votre position sur l'entreprise. Et pourtant, le code que vous venez d'envoyer, c'est le code donc c'est un code pour confirmer que votre mot de passe que vous avez oublié votre mot de passe. Donc, si je peux juste montrer l'exemple de Facebook, par exemple, comme je dis que ceci est une session pratique, donc on ne va pas vraiment passer beaucoup de temps en train de voir la théorie. Donc, je vous montre ici, juste un petit temps. Voilà. Donc, voilà, ici par exemple, c'est Facebook. Maintenant, si vous ai déjà trouvé en ligne, j'ai trouvé vos informations, votre numéro de téléphone, je viens juste sur mot de passe oublié. Et là, on va me demander quel est votre numéro. Voilà, je vais juste mettre un numéro. C'est ça, ce n'est pas mon numéro. Hein. Et je vais sur rechercher. Voilà, le numéro là n'existait pas. Donc, si jamais je mettais un numéro qui existe déjà, c'est quelqu'un peut se donner volontaire de donner son numéro comme ça. Je vous montre ça en pratique. Vous pouvez ouvrir le micro et me dicter votre numéro. Bon, moi, je peux vous dicter les miens, mais Dironda ici. Oui. Est-ce que c'est le numéro sur Facebook? Non, malheureusement. Ah, voilà, je cherche un numéro qui est sur Facebook. Quelqu'un peut nous aider à donner son numéro sur Facebook, s'il vous plaît. Keblo? Oui. Moi, 68. Pardon? 68. 60. 09? Voilà. Bon. En fait, ceci était juste un petit test pour voir si nous sommes en train tous de suivre ce que je suis en train de dire. Donc,
les deux personnes qui se sont portées volontaires, vous étiez au point, j'étais au point d'accéder à vos comptes Facebook. Parce que juste d'un coup comme ça, vous vouliez me donner votre numéro de téléphone qui est sur Facebook. Et après, vous allez me donner le code OTP qui s'était envoyé dans euh, votre numéro. Et j'allais directement avoir accès à votre compte Facebook et changer votre mot de passe. Et vous n'aurez plus accès à votre compte Facebook. Donc, c'est comme ça que les choses se passent où vous donnez vos informations gratuitement comme ça en ligne sans savoir où est-ce qu'on va les utiliser. Et c'est ça qu'on appelle phishing. Deuxième point que je voulais, deuxième catégorie de menaces, ce sont les virus qui se passent dans les ordinateurs. Les virus, nous avons ce qu'on appelle les cheval de Troie et aussi ce qu'on appelle spyware. Voilà. Il y a une différence entre les quatre. Donc, souvent, c'est en anglais. Donc, il y a virus, il y a ce qu'on appelle wormware ou bien malware, il y a ce qu'on appelle Trojan horse, c'est ça les cheval de Troie, et puis il y a les spyware. Voilà, les virus sont souvent attachés à un programme. Donc, vous pouvez installer un programme que vous avez téléchargé en ligne, disons, quelqu'un peut vous envoyer, voilà, ceci c'est une version gratuite d'Adobe Photoshop. Quand vous installez ça dans votre ordinateur, la personne a intégré ce qu'on appelle backdoor. Donc, le programme est déjà infecté. Ça fait que dès que vous installez ça, ça donne à la personne un accès à votre ordinateur. Ça dépend de l'objectif que la personne vise. Soit c'est contrôler votre ordinateur à distance, soit c'est chiffrer tous vos données sur votre ordinateur, ou bien ça peut être de formater votre ordinateur. C'est comme il y a 6 mois, il y avait une vidéo qui circulait sur Facebook. C'était une vidéo d'une femme. Bon, je n'avais pas visualisé la vidéo, mais quand vous arrivez à la vidéo, quand vous voyez la vidéo dans votre feed Facebook, c'était comme, voilà, une nudité, quoi. C'était une vidéo d'adultes. Et souvent, cela attire beaucoup de jeunes. Et quand vous cliquez sur cette vidéo, votre téléphone planté. Je ne sais pas si quelqu'un ici avait été victime de ça, parce que moi, je n'étais pas victime de ça, mais je connais beaucoup de gens qui ont été victimes de ça et leurs comptes ont été piratés sur Facebook. Ça, c'est comment les virus se propagent. Donc, les virus, ça se passe souvent de flash à flash. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on appelle les malwares, ou bien wormware, ça se propage automatiquement. Il suffit de l'infecter, d'envoyer ça sur une seule personne, soit par un flash, soit sur les réseaux d'une organisation, et ça va directement se propager. C'est ainsi que vous voyez dans les films, par exemple, où une personne est en train d'utiliser son ordinateur et puis un ordinateur plante et toute la chaîne plante dans l'organisation. Souvent, on a envoyé, par exemple, ça peut être un fichier PDF que vous ouvrez et en l'ouvrant, ça s'exécute directement en installant un fichier malveillant sur votre ordinateur qui entre directement dans les réseaux et ça se propage sur tous les ordinateurs qui sont dans les réseaux et tout le monde est infecté. C'est là que je peux me rappeler. Voilà, c'est comme par exemple quand vous branchez votre flash disk sur un ordinateur quelconque et directement tous vos fichiers disparaissent. Ce n'est pas que votre flash était infecté, mais ça veut dire que l'ordinateur là a déjà un malware qui est installé, qui est là, dormant, et ça a déjà tagué que tout périphérique, donc tout appareil périphérique qui sera branché sur cet ordinateur, tu vas juste, voilà, effacer toutes les données ou bien les cacher. Souvent, ça cache les données et
il faut juste utiliser quelques commandes pour retrouver tous les fichiers qui étaient sur les flashs. Donc, vous allez voir que tous vos fichiers disparaissent, mais l'espace de stockage que tous les fichiers-là prenaient est toujours là, est toujours occupé. Et ça, c'est une forme de wormware. Nous avons les chevaux de Troie qui agissent toujours comme les virus. Donc, ils se déguisent en programme, donc en logiciel, comment on dit ça? J'ai oublié le terme en français. Legitimate software. Donc, c'est comme, euh, voilà, vous pouvez vouloir télécharger un logiciel pour éditer les sons. Pour vous, en installant les fichiers, vous savez que c'est le logiciel pour traiter des sons. Et pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, c'est un virus que vous êtes en train d'installer. Et enfin, il y a les spywares. Ceci n'est pas trop fréquent chez nous actuellement, mais on le voit partout au monde où on infecte votre ordinateur et on vous bloque l'accès que vous ne pouvez pas accepter, que vous ne pouvez pas accéder à votre ordinateur. Personnellement, j'ai déjà été victime une fois, c'était en 2018, où mon ordinateur, voilà, mon ordinateur était infecté et cela avait crypté toutes les données qui étaient dans mes disques durs. Et on me demandait de payer 50 000 $ pour décrypter mes données. Donc, il fallait que je paye l'argent, je leur envoie la preuve et ils vont maintenant m'envoyer un code pour décrypter. Comme nous allons le voir dans les slides à venir, voilà, c'est juste ici, il ne faut pas payer. Donc, les spywares, voilà, j'ai sauté. Les spywares, c'est comme récemment, je pense il y a 2 ans, où c'était devenu populaire, on parlait de Pegasus, qui était un logiciel utilisé par les différents pays pour espionner sur d'autres présidents, des ministres. Donc, c'était un logiciel qui était développé c'était en Israël, qui s'est vendu, qui s'installait sans que vous ne sachiez. Et donc la personne qui payait pour ça, pour espionner sur les gens, l'utiliser pour espionner, donc pour s'enregistrer les appels, les messages, donc tout ce que vous faisiez sur votre ordinateur, votre téléphone, ça, c'était en train d'enregistrer. Il y en a ce qu'on appelle, donc dans les spywares, ce qu'on appelle keyloggers, mais cela tombe dans les spywares et aussi dans les phishing. Ça enregistre tout ce que vous saisissez sur votre ordinateur. Et ainsi, une personne qui a infecté votre ordinateur avec les keyloggers est à mesure de, 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 de savoir quel est votre mot de passe. Parce qu'on saura que, voilà, ces différents touches sont toujours utilisés quand l'ordinateur s'allume. Et là, on saura que, voilà, ça, c'est son mot de passe. Si c'est pour Gmail, on saura ça, c'est pour Gmail et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour comprendre les différentes menaces qui existent. Il y a ce qu'on appelle aussi rançongiciel. En anglais, on appelle ça ransomware, où on vous demande, comme je disais, on demande une rançon pour payer. C'est comme les kidnappeurs qui kidnappent les gens et puis demandent de l'argent. Mais même sur Internet, où quelqu'un peut pirater votre compte, souvent pour, par exemple, un journaliste ou bien les gens qui sont populaires sur les réseaux sociaux, vous avez déjà une affaire de 100 000 abonnés et quelqu'un arrive à pirater votre compte Facebook et là, il peut vous demander, voilà, si vous voulez avoir accès à votre compte, vous devez payer 1 000 $. Les gens vous serez demandé de payer ça parce que vous connaissez que pour atteindre 100 000 followers, 100 000 abonnés, ça vous a pris même 2-3 ans et les gens finissent par payer. Alors, nous allons voir maintenant comme la gestion des mots de passe parce que c'est là la première partie où les gens utilisent les mots de passe comme leur année de naissance, leur nom, le nom de leurs enfants, ce qui n'est pas conseillé. C'est comme chez nous, quand vous ouvrez votre compte RTL Money, ceux qui sont au Rwanda
votre compte Momo, Mobile Money, ou bien M-Pesa pour ceux qui sont à Bunia. Vous ouvrez votre compte et qu'est-ce que vous donnez comme mot de passe? Votre année de naissance, 1995, 1978, 2002, 2005. Là, quand une personne vole votre téléphone et il essaie d'accéder à votre carte SIM, et si la personne connaît votre nom, maintenant que c'est possible de connaître le nom d'une personne, il suffit juste de prendre, de vouloir lui envoyer de l'argent et vous verrez son nom, même en utilisant l'application d'M-Pesa, l'application d'Orange Moi, l'utilisation de l'application Airtel Money. Il suffit juste de mettre le numéro de la personne et vous connaissez son nom. Donc, ainsi, si j'ai trouvé votre SIM, je vais prendre les noms là, je vais sur Facebook ou Instagram ou Twitter, je cherche, je vois les informations privées que vous avez. Et les informations là, je vais voir, voilà, cette personne ici, est née en 1995, par exemple. Et comme j'ai votre SIM, je sais, juste, je fais juste vérifier solde et je vois 1995. Si ça passe, ah, si ça ne passe pas, je vais essayer. Si vous êtes né le 9 août, donc je vais essayer 09, 08. Et si l'un de ces deux passe, je vais changer votre mot de passe et je me transfère tout l'argent. Et c'est comme ça que ça se passe quand les gens disent non, j'ai perdu mon téléphone, a pris mon argent. Ce n'est pas RTL qui prend votre argent, non. Mais c'est par rapport aux informations que vous avez données et qui sont disponibles en ligne que les gens peuvent retrouver. Alors, pour l'aspect de mots de passe, on recommande toujours d'utiliser des mots de passe robustes, dont une longueur minimale doit être de 12 à 14 caractères minimum. Vous pouvez même aller jusqu'à 100. Vous pouvez même écrire tout un livre si vous aurez le temps de saisir ce mot de passe. Et une complexité où vous devez mélanger les majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Et aussi, ça doit être un mot de passe unique. Donc, ce n'est pas bon d'utiliser les mêmes mots de passe pour tous vos comptes. Vous pouvez bien sûr créer, comment on peut dire, un pattern. Pattern, c'est comme un modèle de mot de passe, mais vous devez éviter que ça puisse comporter. Et vous devez éviter que ça puisse comporter des informations privées. Comme, par exemple, avoir un mot de passe qui s'appelle, disons, mon nom c'est, voilà, je prends quelqu'un ici, Benis Ineza. Disons, je prends Benis Ineza. Donc, le mot de passe que je vais créer pour mon compte, ça sera Benis.Ineza, et puis l'année de naissance, par exemple, 82, donc 82. Ça, déjà, c'est un mot de passe faible. Parce qu'avec votre nom, en cybersécurité, c'est quand on fait les hacking, il y a des logiciels que nous utilisons, des programmes que nous utilisons pour nous faciliter à trouver les mots de passe des gens. Et si j'ai déjà votre nom, je vais juste dire voilà, je vais donner les paramètres. Je mets ton nom, les deux noms, Benis Ineza. Je mets, voilà, année de naissance, voilà, entre 1990 et 2000, par exemple. Et ça va, le programme va me générer, le programme peut me générer 500 mots de passe à essayer. Mais si je suis en train d'essayer de me connecter, par exemple, sur Facebook, ça va essayer les différents mots de passe, même 500 fois. Et si par hasard, votre mot de passe était Benis Ineza 1989, ça sera parmi les 10 premiers mots de code générés qui seront essayés et ainsi on aura accès à votre compte. C'est pourquoi on recommande de ne pas avoir une information identifiée à vous dans votre mot de passe. Donc, prenez quelque chose, ça peut être, comme vous pouvez voir ici, un exemple que j'ai inclus, correct, cheval, batterie, agrafe, neuf. Donc, ce n'est pas vraiment, hein, pour que je puisse arriver à générer un mot de passe pareil, ça va prendre beaucoup de temps. Et plus votre mot de passe est long, plus il est complexe, plus ça prend du temps. Ça peut prendre même 10 ans, 100 ans pour chercher. C'est comme on dit, par exemple, si votre mot de passe a 4 caractères, si votre mot de passe a 4 caractères, ça donne une combinaison. Donc, on fait 26, 4, on met aussi les chiffres 10 dans, dans 18 secondes, dans 35 secondes, il y a possibilité d'avoir votre mot de passe. Donc, si par exemple, ce sont juste des chiffres,
Voilà, ceci, ce sont des chiffres. Donc, nous avons 10 chiffres. Et puis, 4 exposants 10 ça, les combinaisons. Donc, ça va nous donner moins de 1000 combinaisons. Et les programmes que nous utilisons peuvent les trouver dans moins d'une minute. Voilà, ça, c'est par rapport au mot de passe qu'il faut utiliser, le mot de passe complexe. Il ne faut pas aussi utiliser des mots de passe complexes que vous allez oublier. Non. Bien que nous avons une solution pour ça. Il faut juste avoir, comme je disais, un modèle. Ça peut être, par exemple, ça peut être, vous pouvez vous-même créer un nom qui n'est pas associé à vous. Ça, c'est un exemple. Ou bien vous pouvez avoir une combinaison, disons, vous mettez les noms que vous avez vous-même créés. Prenons par exemple, vous créez un mot robuste. Après, il y aura arrobase. Ça peut être le nom de la plateforme, par exemple Gmail. Et puis vous mettez un autre caractère. Si c'est tiré, signe de dollar, puis vous mettez un numéro. Par exemple 2000, 2001, 2002. Voilà. Au moins ça, c'est complexe, qui n'est pas lié directement à vous. Alors, la solution, maintenant que toutes les personnes où nous nous connectons, ça nous demande de créer des mots de passe, des mots de passe qui doivent être uniques. Il y a des fonctionnalités, il y a maintenant des outils qui nous aident à ça, qu'on appelle des gestionnaires des mots de passe. Pour ceux qui utilisent Google, c'est déjà implémenté dans Google, où dès que vous créez un compte, ça vous demande si vous voulez enregistrer ces mots de passe. Et surtout, c'est dans nos navigateurs, Google Chrome, Google Edge, Opera Mini. Dès que vous avez connecté votre compte, ça va directement vous demander de créer un mot de passe. Donc, si par exemple, si je vais créer un compte, si je viens sur nouveau mot de passe, ici, ça ne donne pas. OK. Voilà. Juste un instant. Voilà. Ça vous donne un remplissage automatique. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Hum, Voilà, juste un instant que je vous montre un exemple. Voilà, un remplissage automatique de mot de passe. Bon, comme nous continuons, je vais demander, apparemment, on va aller un peu au-delà du temps. Donc, on va finir la session à 21h30. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Voilà. Ici, par exemple, ça, c'est un compte. Ça, c'est une plateforme que j'utilise. Donc, dès que je vais me connecter, je n'ai plus besoin de mémoriser les mots de passe que j'avais mis sur ces comptes, n'est-ce pas? Si vous voyez ici au-dessus, il y a déjà l'indication que, voilà, vous avez déjà enregistré ces mots de passe dans votre gestionnaire de compte. Donc, dès que je clique ici, ça me demande, ça localise l'adresse du site web et l'email. Donc, dès que je vais là-bas, ça va me demander de mettre mon code de mon ordinateur. Et puis, je vais dire, voilà, je vais me connecter. Et les mots de passe, je sélectionne directement, ça va compléter les mots de passe. Et je peux directement me connecter et dire, je n'ai pas besoin de mémoriser les mots de passe de ceci. Si vous allez dans Chrome, vous verrez ici au-dessus, il y a voilà, le profil Chrome que vous avez enregistré dans votre compte. Et vous verrez ici ce qu'on appelle mot de passe et remplissage automatique. Après, nous avons ce qu'on appelle Google Password Manager. Une fois que vous cliquez là-bas, ça va vous montrer tous les comptes donc, vous pouvez voir, j'ai plus de 100 comptes, 100 sites web où j'ai déjà enregistré mes credentials, mes mots de passe, et aucun d'eux n'est identique. Et si je vais ici check up, ça c'est une option qui vous cliquez déjà là, vous pouvez voir que j'ai 436 mots de passe qui sont gérés par Google. Ce n'est pas possible que je puisse avoir tout cela dans ma tête. C'est en tout cas, bon, c'est possible bien sûr, mais pourquoi je ferais ça? Supposons maintenant que vous voulez créer un compte. Par exemple, je vais aller
disons, sur ce site web GitHub. Et quand je crée, disons, quand je crée un compte là-bas, on va vous demander de mettre un mot de passe, n'est-ce pas? Et ici, il y a, voilà. Donc, normalement, ça génère un mot de passe. Hmm. Hmm. Je vais juste essayer de créer un compte, par exemple, ici. C'est juste un site web quelconque que je viens de trouver en ligne. Voilà. Quand je viens ici sur mot de passe, vous allez voir que Google va me proposer déjà un mot de passe. Vous voyez. Ça va me proposer un mot de passe. Ça fait que dès que je vais créer mon compte ici, n'est-ce pas? Et en enregistrant ça, ça va directement enregistrer les mots de passe dans la liste des mots de passe que je suis en train de gérer. OK. Continuons rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat et nous allons les répondre comme nous avançons. Voilà. Comment sécuriser vos appareils téléphoniques? Au moins, ça, c'est facile quand vous créez quand vous achetez un nouveau téléphone. Maintenant, on vous demande d'enregistrer votre compte Google. Pour ça, c'est pour les Android, téléphones Android. Pour ceux qui ont des iPhones, vous créez un compte iCloud qui sécurise votre téléphone. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut faire. Deuxième chose, code PIN ou bien schéma ou bien un point digital. Il y a des gens qui me disent, voilà, ils n'ont rien à protéger dans leur téléphone, pourquoi mettre le mot de passe? Mais quand ils perdent leur téléphone, voilà, ils regrettent pourquoi ils ont perdu leur téléphone. Ils commencent à dire, non, mes photos qui étaient là-bas, mon compte WhatsApp, tout ça. Et il ne faut pas mettre les mots de passe simples comme 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 ou bien 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Non. Mettez quelque chose. Vous pouvez même combiner votre date de naissance, mais dans un ordre qui est dérangé. Par exemple, vous êtes né le 8 septembre 1983. Vous pouvez créer un compte qui a un mot de passe qui est 83 09 08. Par exemple, même si quelqu'un a accès à ces informations, peut trouver ça, mais c'est difficile qu'à partir du téléphone de quelqu'un de trouver ces informations. À moins que la personne écrive son nom derrière son téléphone. Ça, c'est une première façon que les téléphones, euh, que les marques de téléphones nous ont déjà donné, où vous enregistrez, vous enregistrez votre compte Google ou bien votre compte iCloud dans votre téléphone, et ainsi votre téléphone est bloqué. Donc, même si telle une personne arrivait à effacer les données de votre téléphone, la personne ne sera pas en mesure d'accéder au contenu de votre téléphone sans mettre les comptes. Bien sûr, pour chaque protection, les ingénieurs en cybersécurité, les hackers cherchent toujours une façon de contourner, mais la personne qui a pris ça doit quand même payer de l'argent, doit souffrir pour pouvoir accéder à votre téléphone. C'est comme pour le Google Account Android, pour les versions moins des versions 10.0, il y avait des brèches qui donner la possibilité que même si le téléphone était codé à votre compte Google, il y avait un moyen de contourner ça et la personne pourrait se connecter à votre téléphone après avoir, donc voilà, après avoir, donc la personne, la personne était à mesure de pouvoir accéder à votre téléphone, mais pas à vos données. Donc, ce que nous cherchons toujours à protéger dans la cybersécurité, c'est toujours les données. Bien que j'ai sauté cela dans le slide précédent où on parle de triade CID, confidentialité, intégrité et disponibilité, tout cela part toujours de la protection des données. Parce que vous protégez, c'est toujours vos données personnelles, les données qui sont dans votre téléphone, les documents et tout consort. Voilà. Donc, je vais partager ces slides après la réunion pour que vous puissiez toujours passer pour se rappeler. Une autre pratique pour les connexions Wi-Fi sécurisées, il ne faut
bon, je ne dirais pas jamais, mais il faut éviter de vous connecter sur des Wi-Fi qui sont ouverts, qui ne sont pas protégés par des mots de passe. Donc, vous ne connaissez pas l'auteur. Souvent, dans des places publiques, vous allez trouver, voilà, restaurant, c'est ouvert, tel Wi-Fi est ouvert. Dès que vous vous connectez sur un réseau, ça veut dire que vous faites déjà partie de ce réseau et on peut envoyer des virus à votre téléphone ou à votre ordinateur une fois que vous êtes connecté sur ces réseaux. C'est pour il faut éviter de se connecter sur des réseaux dont vous ne connaissez pas. C'est qui l'auteur, qui partage ces réseaux Wi-Fi. Alors, nous allons passer sur, bon, c'est une session de plus pratique. Comment maintenant protéger votre compte? Au début, j'ai dit que nous ayons nos comptes et nous ne protégeons pas nos comptes avec de doubles mesures. Nous n'avons que les mots de passe qui protègent nos comptes. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle authentification à multiples facteurs, où, à part votre mot de passe, il y a quelque chose d'autre qui vérifie votre identité. Pour parler des comptes, des adresses email, par exemple, il y a votre mot de passe. Il y a, à part votre mot de passe, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Il y a ce qu'on appelle, il y a des programmes qui sont déjà créés pour vous faciliter cela. Il y a aussi des mots secrets que vous pouvez utiliser. Il y a aussi des codes, ce qu'on appelle codes de secours, qui peuvent aussi être utilisés. Donc maintenant, nous allons passer pour voir l'authentification multifacteur. Et je vais commencer par comment protéger votre compte Google. Alors, ceux qui ont accès actuellement à votre compte Google, malheureusement, je ne serai pas à mesure de vous montrer comment ça s'est fait dans le téléphone. Je vais juste vous montrer sur le navigateur. Donc, je vais me connecter dans mon compte Google. Bon, je ne vais pas vous montrer mon mot de passe. Alors, voilà. Avant de continuer, s'il y a des questions, veuillez les poser maintenant. Je vais donner 2 minutes, 3 minutes pour prendre quelques questions. Je voulais me rassurer que les gens nous suivent et qui sont en train de bien suivre la présentation. Ok, d'abord, il n'y a pas de questions. On peut continuer. D'accord, merci beaucoup. Ok. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez protéger votre compte Google? Alors, une fois que vous entrez dans Gmail, dans votre compte de boîte email, vous pouvez venir sur, vous voyez, on dit, voilà, gérer votre compte Google. Même dans vos téléphones, pour ceux qui ont Android, vous pouvez aller sur paramètres et puis compte. Après compte, il y a gestionnaire de compte. Je ne sais pas, est-ce que je suis à mesure de partager mon écran de téléphone? Normalement, oui. OK. Voilà. On va d'abord faire ça sur ici. Et après, nous allons passer sur voilà, je change ma langue pour que nous puissions, pour que nous soyons tous à la même longueur d'onde. OK, voilà. Maintenant, c'est en français. Donc, nous venons sur, ici, je suis connecté dans mon compte. Donc, je viens sur sécurité.
Maintenant, sur sécurité, ici, on donne 5 options, n'est-ce pas? 5 options de comment protéger votre compte. Alors, vous pouvez voir pour le compte que nous allons utiliser aujourd'hui, je n'ai pas encore activé la validation en 2 étapes parce que je voulais que nous puissions tous avoir la même, donc que nous puissions les faire en même temps. Alors, le mot de passe est déjà là et, et nous avons voilà, plusieurs options. Nous avons le numéro de téléphone de récupération d'abord. Ça, c'est pour vous permettre de récupérer votre compte. Donc, ici, je peux directement mettre, je dois d'abord mettre mon mot de passe pour que je puisse continuer à accéder aux paramètres. Pourquoi on dit ceci? Pourquoi ceci? Parce que même Google sait que quelqu'un peut avoir accès à votre ordinateur et il veut prendre le contrôle de votre compte. Ainsi, il faut d'abord que la personne puisse savoir votre mot de passe. Donc, ici, je vais d'abord mettre mon mot de passe pour que je puisse continuer à définir le numéro de récupération. Donc, ici, je vais juste ajouter le numéro. Comme je le disais, vous pouvez voir au coin droit, en haut, on dit voilà, si vous voulez enregistrer les mots de passe. Voilà, vu que ceci est un de mes comptes principaux, pour moi, les comptes principaux, je n'enregistre pas les mots de passe dans les gestionnaires de mots de passe. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a contrôle à mon ordinateur, peut-être il a trouvé le mot de passe et tout, et s'il a contrôle à mon compte principal, il peut directement avoir accès au mot de passe que j'ai déjà sauvegardé et tout. C'est pourquoi, personnellement, mon compte principal, le mot de passe est dans ma tête. Voilà. Je ne vais pas vous montrer mon numéro aujourd'hui. Donc, je vais mettre mon numéro. Bon. Voilà. Et une fois que vous avez ajouté le numéro, on va vous envoyer un code sur votre téléphone pour pouvoir valider que le numéro là existe réellement. Et une fois que c'est fait, voilà, pour ceux-là qui suivaient en même temps, bon. En tout cas, j'espère que nous sommes tous en train de les faire au même moment. Parce que si on ne les fait pas au même moment, on va oublier. Voilà. Alors, une fois que vous mettez le numéro de téléphone, n'est-ce pas? Vous venez maintenant sur validation, validation en 2 étapes et désactiver. Donc, ce que je vais faire ici, je vais maintenant l'activer. Et quand vous venez sur activer la validation en 2 étapes, on vous montre 4 options. Premièrement, il y a ce qu'on appelle clé d'accès et clé de sécurité. Clé d'accès et clé de sécurité, c'est souvent clé d'accès, donc c'est votre code PIN de votre ordinateur. Les clés de sécurité, ce sont des outils physiques. Hein. Ça peut être un flash qui a un code qui est lié à votre compte. Cela est rarement utilisé. Cela est souvent utilisé par les administrateurs réseau parce que ce sont eux qui contrôlent tous les réseaux. Donc, il faut que vous puissiez avoir accès à ces périphériques physiques pour que vous puissiez contrôler les serveurs, par exemple, de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle Invite Google. Invite Google, ça va vous envoyer
une notification dans votre propre téléphone où le même compte est sauvegardé. Pour que vous puissiez accepter que oui, c'est moi qui essaie de me connecter à mon compte. C'est ce qu'on appelle Authenticator. L'Authenticator, il y a plusieurs applications qui existent. Il y a Google Authenticator que vous pouvez télécharger sur Google Play Store ou bien sur App Store pour ceux-là qui ont iPhone. Donc, si vous téléchargez l'application ici Google Authenticator, si vous l'installez dans votre téléphone, après l'avoir installé, vous allez juste sélectionner comme vous voyez ici. Donc, vous allez sélectionner votre compte, votre adresse email ici au coin droit, hein, dans votre téléphone. Ensuite, vous revenez sur le compte que vous voulez protéger. Cliquez sur configurer une appli d'authentification. Ensuite, une fois que vous ouvrez l'application Google Authenticator, par exemple, vous voyez ici, il y a un bouton ici en bas à droite, les plus. Dès que vous cliquez là-bas, ça va vous inviter à ajouter, à scanner les codes QR qu'on vous a montré ici. Voilà. Dès que vous scannez les codes là, par exemple, moi dans mon téléphone, je vais scanner ça. Dès que je scanne, ça va me dire, voilà, mettez le code qui a été généré. Maintenant, avec les applications sur Google Authenticator, il y a aussi Microsoft Authenticator, il vous génère un code toutes les 30 secondes. Et une fois, et ça change les codes là en soi. Donc, quand je fais valider, directement, ça me montre que voilà, vous avez ajouté Google Authenticator. Et dans ma boîte email, ça me dit, voilà, alerte de sécurité, quelqu'un a ajouté un numéro et puis l'application Authenticator a été ajoutée comme étape de connexion. Donc, automatiquement, ça vous informe. Et que si, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui avait accès à mon compte et que je viens de recevoir cet email, directement, je peux désactiver tout ce que la personne-là a pu faire. Voilà. Alors, si je reviens, je rentre sur la validation en 2 étapes. Je peux dire, voilà, j'active maintenant la validation. Comme j'ai déjà configuré l'Authenticator ici. Et en activant ça, toutes les fois que je voudrais me connecter à mon compte ici, toutes les fois que je voudrais me connecter à mon compte ici, ça va me demander, ça va soit m'envoyer un code sur le numéro que j'ai enregistré, soit je dois mettre le code d'authentification qui est là. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire l'essai tout de suite. Il y a la troisième option qui s'appelle code de secours. Le code de secours ici, c'est si vous n'avez pas accès à ces deux choses ici, vous pouvez maintenant générer 10 codes de secours. Donc, quand je clique sur obtenir des codes de secours, ça me donne 10 codes qu'on demande d'imprimer et de les avoir en option physique. Est-ce que nous sommes ensemble? Sinon, ceux qui sont perdus pour une raison ou qui sont en retard peuvent lever la main pour être assistés, s'il vous plaît. Okay. Bon. Apparemment, nous sommes tous ensemble. Voilà, comme je disais, les 10 codes de secours ici, deux fois même, vous pouvez même les écrire dans votre agenda ou bien imprimer ça, garder ça dans un endroit où vous pouvez accéder physiquement à tout moment, au cas où vous perdez accès à votre téléphone ou bien à votre numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser les codes secours ici. Et si une fois vous pensez que les gens ont déjà accès à ça, comme par exemple maintenant tout le monde a ceci, donc ce que je fais, je peux générer de nouveaux clés. Et dès que je génère de nouveaux codes, les anciens codes qui étaient générés ne seront plus valides. Donc personne ne peut les utiliser. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'option de vérifier est-ce que c'est vrai que ceci a déjà été implémenté. Donc, je vais me déconnecter. Voilà. Je vais essayer de me connecter.
Donc, je vais changer ce que je partage. Voilà. Ça, c'est un nouveau onglet. Donc, je fais gmail.com pour me connecter et je mets mon adresse email. Une autre chose que je voulais juste vous dire est que quand vous vous connectez chez Google, vous n'avez pas besoin de mettre à Gmail. Vous mettez juste votre username et vous pouvez directement vous connecter. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Je mets suivant. Et ça va me demander, voilà, vous devez utiliser l'application Google Authenticator pour accéder à votre compte. Disons que je n'ai pas accès à ça. Je vais aller, voilà, essayer d'une autre façon. Ça me dit, est-ce que vous voulez avoir un code de vérification au numéro que vous avez enregistré? Vous allez voir que ça ne montre pas le numéro en entièreté. Ça montre juste la fin parce qu'ils savent que voilà, tu peux avoir 5 numéros. Ou bien on me dit, est-ce que vous voulez entrer un de vos codes de secours? Ou bien vous voulez cliquer oui sur sur un des téléphones qui sont connectés à votre compte. Voilà, je vais prendre la première option de l'application Google Authenticator. Et si vous tirez attention, les codes n'est plus les mêmes que ceux que j'avais mis quand j'ai configuré. Et je vais juste dire suivant. Ça me demande si vous voulez enregistrer les codes de secours. Non, actuel pour le moment. Et voilà, maintenant là, j'ai accès à mon compte. Donc ça, c'est une façon de protéger votre compte Google. Et même pour les autres comptes. Et directement, ça va me dire, voilà, quelqu'un vient de se connecter, voilà, toute nouvelle connexion détectée. Donc, ça, c'est une façon de se protéger. Et aussi, si vous vous connectez sur l'ordinateur de quelqu'un, soyez toujours sûr de connecter vous après avoir utilisé. Et si, par exemple, vous utilisez, disons, Google, Microsoft Edge ou bien Chrome, si c'est l'ordinateur d'une autre personne, veuillez toujours venir ici. Et puis, ouvrez une fenêtre privée. Dans Google, ça s'appelle Incognito Window. Donc, ça va vous permettre que dès que vous fermez la fenêtre là, tout ce que vous avez fait sera supprimé. Que ce soit les historiques, que ce soit les mots de passe que vous avez entrés là-bas, la personne, le propriétaire de l'ordinateur ne pourra pas accéder à ça. Et la même option est disponible sur votre téléphone aussi. Voilà. L'autre chose que nous allons voir, il y a aussi, vous pouvez aussi, donc on dit, la façon de se protéger, ça a toujours été ce que vous savez, d'où les mots de passe et les codes PIN, ce que vous avez sur vous, soit votre téléphone ou bien une clé USB, et ce que vous êtes, cela implique votre empreinte digitale ou bien votre visage. Ça, nous l'utilisons dans nos téléphones, l'empreinte digitale ou bien le scan de visage pour les gens qui aiment utiliser voilà, les faces. Voilà. Nous allons continuer. Comment se protéger contre les phishing? C'est juste, il n'y a qu'une seule façon de se protéger contre les phishing. Il ne faut pas cliquer sur des liens que vous n'êtes pas sûr. C'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, comment se protéger? Il faut vérifier comment les choses ont été écrites, l'orthographe et grammaire, et identifier comment le texte est généré. Aujourd'hui, quand j'ouvrais l'un de mes comptes, j'ai vu un email là suspect. Donc, une personne voudrait m'effrayer disant que voilà, la personne a maintenant accès à mon compte et que voilà, je dois payer de l'argent parce qu'il a accès à mon compte, n'est-ce pas? Et bon, bien sûr, moi, je ne voulais pas tomber pour ça. J'ai dit ceci en introduisant la session d'aujourd'hui. Nous les vendons maintenant tous les jours sur WhatsApp. Non, partagez ceci à 10 personnes pour bénéficier.
c'est un scam, c'est faux. Il n'y a rien qui va vous demander de pouvoir partager à plusieurs personnes pour que vous soyez éligible à ça. C'est d'abord faux. Il y a des choses que nous voyons dans les groupes. Non, quelqu'un vous dit, voilà, c'est vrai, moi-même j'ai eu ça, et vous pouvez aussi avoir ça. Hein, vous avez même une capture d'écran qu'il a été bénéficiaire de ça. Il faut que la personne vous envoie l'argent. Et c'est comme cela même quand vous perdez au téléphone, et puis un de vos contacts va vous dire, voilà, envoyez de l'argent Airtel Money à ce numéro. Déjà, dès que vous voyez ça, et non, c'est une urgence, mon enfant est malade et tout. Une chose toujours, rappelez la personne que vous connaissez avant d'envoyer l'argent. Que ce soit $1, $5, avant d'envoyer de l'argent, vérifiez si réellement c'est la personne. Donc, c'est question juste d'être toujours cautious, avoir les yeux ouverts avant de pouvoir cliquer sur différents liens, si je peux dire, qui sont envoyés, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit dans votre compte Facebook, partout. Comme sur Facebook, souvent, la façon dont dont ils arrivent à pirater vos comptes, c'est seulement d'une seule façon. Ils vous disent, voilà, je suis, hein, attends, j'avais eu un autre. Voilà, je réside aux États-Unis, j'ai été héritière, je ne sais pas, de 150 millions de dollars. Maintenant, je suis atteint d'un cancer, je suis au niveau 4, donc il me reste une semaine à mourir. Et je suis en train de chercher un héritier. Vous avez été sélectionné pour être bénéficiaire. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas cliquer sur ça. C'est trop. Voilà. Je voulais vous partager cet email. Euh, voilà. Vous pouvez voir ce que je viens de partager maintenant. Ça, c'est une personne qui m'a écrit, voilà. Bonjour, vous avez vu un email que je viens d'envoyer vient de votre compte propre email. Cela veut dire que j'ai un accès complet sur votre téléphone. Et après, il va vous dire ici en bas, vous devez envoyer $1 550 à Bitcoin pour avoir accès à votre compte. Et si vous êtes peureux directement, vous allez vouloir envoyer cet argent. Non, n'envoyez pas. Parce que si vous soupçonnez que votre compte a été compromis, changez le mot de passe directement et la personne ne pourra plus avoir accès à votre compte. Voilà, nous sommes presque à la fin. La deuxième partie, c'était la stratégie de sauvegarde en ligne. Donc, comment sauvegarder vos choses? Voilà, il y a ce qu'on appelle la règle d'or 3-2-1. Donc, 3 copies originaux, plus 2 sauvegardes et une copie doit être hors ligne. Ou bien, loin. Donc, si vous avez 3 copies, par exemple, 3 copies de vos données dans Google Drive, il faut au moins avoir 2 autres copies sur, par exemple, un disque dur externe ou interne. Et une copie doit être hors ligne, donc ça doit être loin de vous. Bon, ceci est plus appliqué si vous êtes un administrateur réseau, comme il y a notre ami du Fab Lab de l'UCB. Si vous êtes gestionnaire pour les documents très importants, ça peut être par exemple les copies de vos diplômes, par exemple. Donc, vous devez avoir au moins 3 copies. Une copie qui est dans votre email, une copie qui est dans Google Drive, une copie que vous avez envoyée, par exemple, à un de vos amis. Donc, ça, c'est déjà une autre copie. Voilà, déjà, ça fait 3 copies que vous avez de votre diplôme. 2 autres supports, voilà, un peut être sur un disque dur interne, donc dans votre ordinateur, et une autre copie dans votre disque dur externe. Et puis, une copie doit être loin de vous. Donc, si par exemple votre maison est calcinée, c'est là que vous avez la copie physique, n'est-ce pas, qui est qui est stockée dans votre maison. Et une autre copie peut être soit dans une banque ou bien chez un ami, une copie certifiée.
Parce que vous ne pouvez pas donner la copie originale, mais juste une copie certifiée peut être, par exemple, stocker même à votre entreprise, là où vous travaillez. Vous avez là-bas, si c'est votre coffre, votre casier, ou bien chez votre tante, ou bien chez votre grand-mère, vous avez aussi notre copie là-bas. Ça fait que si votre maison principale est calcinée, vous avez une autre copie certifiée de votre document. Alors, les outils qui existent déjà pour faciliter les stockages en ligne, nous avons Google qui vous offre 15 gigas gratuits dès que vous ouvrez votre compte Google. Personnellement, j'ai plusieurs comptes Google qui me facilitent la sauvegarde de mes données. J'utilise Google Photos pour la sauvegarde de mes photos que je prends avec mon téléphone. Il y a ce qu'on appelle Mega. Mega aussi, c'est notre plateforme. Donc, c'est Mega comme ceci. Donc, vous mettez mega.nz qui vous offre 20 gigas de stockage gratuit dès que vous l'ouvrez. Et gratuitement, vous avez 20 gigas. Mais si vous voulez beaucoup plus de stockage, vous pouvez acheter 400 gigas. 400 gigas, dépendant de votre région, ça vous donne. Voilà, donc il y a les prix gratuits, 20 gigas. Il y a les Pro 1 jusqu'à 16 terabytes de stockage en ligne. Il y a l'autre, voilà, qui est flexible. Donc, vous montez et ça change aussi le nombre d'utilisateurs. Donc, vous pouvez partager ça avec plusieurs personnes. Où est-ce que ça se trouve? Voilà, donc vous pouvez partager ça avec plusieurs personnes. Google aussi offre ses prix. Ça s'appelle Google One, que vous pouvez aussi acheter. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas disponible au Congo. Mais vous pouvez créer un compte comme si vous êtes au Rwanda ou bien au Kenya ou en utilisant un VPN, ou bien aux États-Unis, vous avez accès. Voilà, vous avez 100 gigas que vous pouvez payer à 2 dollars par mois. Souvent, ça, c'est, vous payez 20 dollars par an et vous avez jusqu'à 100 gigas de stockage Google Drive, Google Photos, donc c'est partagé. Mais vous pouvez aussi même payer ça à 5 personnes. Donc, 5 personnes, vous pouvez partager ça à 5 personnes. Vous pouvez payer. L'autre ici, ça, c'est à 100 dollars par an. Donc, chaque personne peut payer 20 dollars. 20, vous êtes à 5. Ainsi, vous avez 2 téras de stockage. 2 téras de stockage que vous partagez à 5 personnes. C'est comme mon compte actuel. C'est là qu'il y a attention. Moi, j'ai ces forfaits de 2 téras. Et ça vous donne d'autres avantages comme l'option actuelle que j'utilise où je peux enregistrer toutes mes réunions en ligne que je host. Voilà, j'ai 2 téras de stockage. J'ai aussi Magic Editor et tout. Il y a l'autre forfait ici qui est à 20 dollars par mois. Qui est au-delà de 2 téras, vous avez aussi accès à Google AI, comme les ChatGPT de Google. Et ça vient avec d'autres avantages. Voilà. Nous avons aussi iCloud qui vous donne juste 5 gigas. Il y a Google Drive qui vous donne aussi 5 gigas gratuits. Il y a aussi Dropbox qui vous donne, je pense, c'est 25 gigas gratuits. Dropbox. Voilà, Dropbox, c'est aussi un autre fournisseur. Il y a aussi Dropbox qui vous offre aussi cela. Voilà, donc eux vous donnent 2 gigas gratuits, mais à 11 dollars le mois, vous avez 2 téras. Donc ça, c'est aussi à 100 dollars l'année, vous avez aussi 2 téras de stockage. Donc toutes ces options sont là pour faciliter à sauvegarder vos choses, toutes vos données en ligne. Voilà. Et voilà, donc tout ceci, j'ai déjà parlé de tout ceci. Et pour conclure, rappel, nous avons vu que les menaces existent de plusieurs façons. Vous devez juste être vigilant. C'est tout ce que je peux vous dire. Et aussi, ça ne coûte rien d'ajouter une deuxième méthode, donc un deuxième facteur d'authentification sur vos comptes Facebook, Instagram,
LinkedIn, Google, iCloud, même dans vos téléphones, tout ceci existait déjà. Et restez prudent au phishing. Voilà. Un autre point que je voulais juste mentionner pour le phishing, c'est la façon que les gens peuvent vous tromper. Récemment, il y avait un truc qui passait. Donc, il faut connaître d'abord les sites officiels des différentes plateformes. Par exemple, il y avait un truc qui s'est passé de recrutement chez PNUD, n'est-ce pas? C'était recrutement PNUD, je peux même chercher les phishing qui existaient. Voilà, vous voyez. PNUD lui-même va vous dire alerte aux escroqueries. Je m'excuse. Alors, si je viens directement ici, j'ai juste fait recrutement PNUD. Vous voyez, ça, c'est l'adresse, ça c'est la vraie adresse de PNUD, undp.org, c'est en anglais. Et puis juste ici en bas, on met PNUD d'emploi, recrute-pnud.org. Ça, déjà, ça, c'est faux. Parce que pour tout ce qui est de PNUD, s'il faut les recrutements, c'est jobs.undp.org. Et c'est la même chose. Si c'est DGI, par exemple, vous allez voir que ça va être dgi-recrutement.com. Ça, c'est déjà faux. Ou bien ça sera dg.recrutement.gov. Un autre site.com. Déjà, ça, c'est faux. Si c'est pour DGI, le site de la DGI, vous pouvez seulement aller sur Google, DGI RDC. Et ça va vous montrer, voilà, c'est ça les vrais sites de DGI. Donc ça, c'est une façon de toujours se protéger. Et aussi, on recommande de toujours télécharger les logiciels à partir de leur site officiel. Si c'est pour les applications, téléchargez les applications sur Google Play Store ou bien App Store. Et un appel en action, soyez ambassadeur cybersécurité dans votre entourage. Je vois que nous avons maintenant 5 personnes qui restent en ligne, 6 personnes. Voilà, 5 personnes comme Youssoufa l'avait chanté. Il faut partager cette information à 10 personnes de votre entourage, qui les partageront à 10 personnes de leur entourage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour moi, ça a toujours été un honneur de partager un peu des connaissances que j'ai. Et n'essayez pas de me contacter, de poser des questions. Maintenant, là que nous avons encore 5 minutes qui nous restent sur les 30 minutes que j'ai demandées additionnelles. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis Nick Azaria. Je suis actuellement étudiant à Carnegie Mellon University Africa. Je fais mon master en Information Technology, spécialisant en cybersécurité. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je suis actif sur LinkedIn. Vous n'avez qu'à chercher Nick Azaria et vous pouvez m'envoyer une connexion et nous pourrons facilement parler. Ou bien sur Boom Revolution. Je pense que Hubert pourra partager les liens pour ceux qui ne font pas partie de notre groupe pour que vous puissiez rejoindre, de ne pas rater les sessions prochaines qui viendront. Comme je l'ai dit, Boom Lab, nous organisons des ateliers pratiques chaque fin du mois, chaque dernier dimanche du mois, sur différentes thématiques dans différents secteurs où la technologie est actuellement en train d'être appliquée. Le mois passé, nous avions eu une session sur l'utilisation de l'IA générative, donc ChatGPT, Claude AI, Mistral, Gemini. Et la session nous aurons d'autres sessions qui vont venir. Merci beaucoup et vos questions sont les bienvenues. Et s'il n'y a plus de questions, donc Hubert, tu es toujours là pour partager le lien. OK. Voilà, je viens de partager le lien pour rejoindre notre groupe Boom Revolution dans les chats. Et je reste là jusqu'à 20h, jusqu'à 21h30 pour ceux-là qui ont des questions.
Et merci beaucoup pour votre participation, d'avoir tenu longtemps jusqu'à la fin.